Bienvenue à toutes et à tous dans cette première session. Voilà, c'est effectivement un moment important et un moment étonnant que de se retrouver ici sans vous voir pour discuter de cette première session. Donc, comme l'a rappelé Yvon dans l'introduction donc, de ces rencontres, l'activité et ses frontières est donc notre fil rouge pour ces 2 journées, mais aussi pour les communications que je vous invite vivement à retrouver dans les actes du congrès qui sont déjà en ligne sur le site de la SELF. Donc, durant cette première session, nous allons décliner la thématique sur le versant justement des disciplines avec 3 invités. Donc, Alain Garrigou, professeur à l'Université de Bordeaux, Corinne Godard, qui est directrice de recherche au CNRS et au CNAM, et puis Germain Poitza, professeur à l'Université de Genève. Merci vivement à tous les 3 d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice aujourd'hui. Alors, quelques mots pour introduire la session sur la question des frontières et de l'activité aux frontières des disciplines. On le sait, les vacances ont du bon et d'une manière plus particulière, eh bien, elles m'ont permis aujourd'hui de découvrir finalement une conférence de la romancière camerounaise Léonora Miano, dont le titre a attiré mon attention. Le titre est Habiter la frontière. Et donc, en m'inspirant de cette conférence, je dirais que parler des frontières peut s'envisager de 2 manières au moins. Tout d'abord, il peut s'agir de s'intéresser à ce qui sépare, ce qui distingue, ce qui fait rupture, pour finalement définir les cadres, les limites, voire dresser des murs symboliques ou physiques entre les mondes, les approches, les idées. On voit de manière très concrète, souvent dramatique, ce que cela donne à travers le monde. Ce n'était évidemment pas le projet du comité scientifique de ce congrès lorsque nous avons pensé ce fil rouge. Et ce n'était pas non plus notre intention avec Yvon lorsque nous avons mis en place cette session. Alors, parler des frontières, on peut également le faire à contrario pour amener à nous intéresser à ce qui, dans la frontière, introduit des relations entre des personnes, entre des disciplines, entre des notions. À ce qui, finalement, crée la rencontre dans cet espace d'accolement permanent que représente la frontière. On se préoccupe alors de ce qui constitue les liens, de ce qui produit du sens, dans une approche finalement composite de l'activité, considérée comme une notion frontalière aux multiples appartenances disciplinaires. Alors, pour reformuler finalement le titre de cette session, est-ce qu'il s'agit de dépasser les frontières disciplinaires de l'activité pour transformer les situations de travail et de vie quotidienne, ou peut-être de les traverser à diverses occasions, de diverses manières, pour mettre en avant les échanges féconds entre les disciplines. La pluridisciplinarité, on le sait, a été un des moteurs de la construction de l'ergonomie depuis ses premiers pas. Et aujourd'hui, on peut se demander si cette pluridisciplinarité est appelée à s'étendre pour justement traiter de la complexité des mutations en cours. Comment finalement s'organisent les débats pluri-, inter- ou transdisciplinaires et comment contribuent-ils à enrichir notre compréhension des situations dans lesquelles nous intervenons. Pour travailler ces questions, nous avons demandé aux 3 intervenants de partir de 3 axes de questionnement spécifiques. Le premier, pourquoi finalement l'ouverture et l'articulation à d'autres disciplines seraient-elles nécessaires pour l'ergonomie de l'activité? Et comment cette ouverture permet d'aller au-delà des limites de chacune des disciplines coopérantes? Le second axe de questionnement, comment finalement aborder l'articulation disciplinaire au niveau de la description et de la connaissance de l'activité humaine, que ce soit par l'analyse ou le diagnostic, et quelles sont les conséquences de ces articulations sur les méthodes, les modèles d'analyse de l'activité élaborés et mobilisés dans ces analyses. Troisième axe de questionnement,
quelles sont les articulations disciplinaires, par exemple autour des objets intermédiaires, dans les processus à la fois de conception, mais aussi de transformation des situations de travail et des vies quotidiennes, et quelles conséquences pour la pratique de conception. Alors, le premier temps de cette session nous permettra de voir comment les 3 intervenants travaillent ces questions et y répondent. Chaque exposé, qui durera une quinzaine de minutes, sera suivi d'un temps court de questions entre les intervenants ou avec l'Assemblée. Et donc, pour cela, vous pourrez utiliser la fonction question-réponse et le modérateur de cette session lira vos questions. Et puis, à la suite des 3 exposés, nous aurons encore, normalement, une vingtaine de minutes pour mettre en perspective ces 3 interventions et discuter des approches qu'elles proposent. Ce sera donc un moment où nous pourrons échanger sur ces questions. Et là encore, eh bien, vous pourrez utiliser la fonction question-réponse pour échanger avec nous. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au premier intervenant, Alain Garrigou, professeur à l'Université de Bordeaux. À toi, Alain. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de présenter une histoire pluridisciplinaire, et je trouve que la citation ou la référence que Catherine a faite, à habiter la frontière de Leonora Miano, me parle beaucoup, parce que peut-être que ce que je vais vous raconter, c'est plus de l'ergonomie, on pourra discuter de ça. Donc, ce que je vais essayer de faire en moins de 15 minutes, ce qui est déjà un défi, c'est de retracer une histoire pour vous proposer un regard sur les connaissances produites, articulées dans un projet transdisciplinaire, et comment ces connaissances, eh bien, à un moment donné, nous amènent à nous confronter à différents statuts de connaissances, et pas qu'à des connaissances, on y reviendra. Alors, vite fait, je veux quand même rappeler ce qu'est l'ergonomie pour moi. Donc, c'est à la fois une discipline qui produit des connaissances, je ne développerai pas. C'est aussi une technologie, un art qui cherche à transformer les situations. Mais c'est aussi pour moi une forme d'utopie à rendre concrète. Et là, je fais un clin d'œil à Valérie Puyot. C'est-à-dire qu'il y a une dimension et humaniste et politique qui est importante. Et vous verrez que c'est quelque chose qui va traverser ce que je vais vous proposer. Et vous savez que depuis une quinzaine d'années, ou même plus, une vingtaine d'années, le temps passe vite, j'ai repris des travaux en ergotoxicologie avec mon complice Brahim Mohamed Brahim, dans la suite des travaux de Robert Vilat ou de Laërte Snellvaart, où là, l'ergotoxicologie, c'est une pratique particulière qui est centrée sur l'exposition aux produits chimiques dans un objectif de produire des moyens de prévention. On y reviendra. Donc, c'est à partir de ce positionnement-là au niveau de l'ergonomie que je vais vous raconter cette histoire. Alors, en gros, ce qui m'a été demandé, et si j'ai repris la figure de Nagel, c'est de pouvoir discuter de comment, dans les pratiques et de recherche, et y compris d'intervention, on peut dépasser la myopie de l'ergonomie qui avait été décrite par de Montmolin, et comment on peut tenir à la fois des facteurs de première ligne présents dans les situations et des facteurs plus en retrait. Et ce que je vais essayer de vous proposer va essayer de tenir les deux, et j'espère que ça sera suffisamment clair dans la manière de présenter les choses. Alors certes, j'aurais pu vous raconter une histoire de ski de randonnée avec Gabriel Carbaleda, mais non, je l'ai déjà faite sur Ergolist. Mais ce que je veux pointer à partir de cette photo-là, c'est la question du brouillard, et c'est la question du moment où, dans une course de ski de randonnée, on peut perdre ses repères. Et dans le travail que je vais vous décrire, il y a des moments où on peut se sentir perdu, mais vous allez voir qu'il y a des moments aussi où le brouillard il peut être fabriqué par d'autres, et ça, c'est un élément critique sur lequel je reviendrai. Alors, plus sérieusement,
l'azimut que je vais essayer de tenir dans cette présentation, c'est revenir sur une publication dans Safety Science, qui a une année, une publication collective et pluridisciplinaire, puisque Catherine Laurent est vétérinaire de formation et économiste, Aurélie Berthet est toxicologue, Claudio Colosio, donc Aurélie Berthet travaille en Suisse, Claudio Colosio est italien et épidémiologiste. Nathalie Jass est historienne des sciences et sociologue. Véronique Daubat-Le-Tourneux est sociologue. Marcel Jackson est ergonome. Jean-Noël Jouzel est sociologue. Donc O'Neill Samuel travaille sur les questions d'exposition, et Isabelle Baldi et Pierre Lebailly sont épidémiologistes et s'intéressent à la question des pesticides. Et vous retrouvez aussi Louis Gallet, Fabienne Boutille et Nathalie Judon qui ont travaillé dans mon équipe. Et donc, c'est quelque part vous raconter cet exercice-là et en même temps voir ce que ça produit comme type de connaissances. Alors, pour démarrer l'histoire, et j'espère que je vais vous faire une trace assez arrondie pour que vous puissiez suivre, on part d'une énigme. On part d'une énigme qui est produite par une étude menée par Isabelle Baldi qui concerne l'exposition des agriculteurs aux pesticides. Et donc, ce que la figure montre, c'est que dans l'analyse de terrain, donc les agriculteurs étaient équipés de patchs qui permettent de mesurer ou donner une représentation de la contamination sur la peau. Les agriculteurs, certains portaient des vêtements de protection, d'autres pas. Et vous voyez que ce qui est spécifique dans cette étude et qui va être important pour nous par la suite, c'est que dans cette étude, il y a un lien avec l'activité, puisqu'il y a eu une séparation entre les activités de préparation, d'application et de nettoyage. Donc, vous voyez ici une répartition et une médiane qui est présentée en gras, en violet gras. En gros, pendant la préparation, la médiane est à peu près équivalente en termes de niveau de contamination entre ceux qui portent et ceux qui ne portent pas de combinaison. Pendant l'application, ceux qui portent des combinaisons sont quasiment 2 fois plus contaminés que ceux qui n'en portent pas. Et pendant le nettoyage, vous voyez que vous avez quasiment un rapport de 4. Donc, en gros, ceux qui portent les protections, eh bien, ils sont plus contaminés que ceux qui n'en portent pas. Et donc, vous voyez que là, ça démarre par une énigme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière ça, qu'est-ce qui résiste dans la compréhension des choses. Alors, il y a un attendu, et c'était ma position au départ, quand on voit des gens protégés, ici un peu comme des cosmonautes, c'est pas forcément la réalité sur le terrain, mais quand on voit des gens protégés, on part du principe qu'ils sont, donc quand on voit des gens porter des vêtements de protection, en tant qu'ergonome, on a tendance à partir du principe qu'ils sont protégés. Or, c'est pas le cas. Et donc, en tant que bon ergonome, j'ai pu commencer par essayer de bricoler un schéma 5 carrés en positionnant la question de l'exposition. Donc ça, c'est quelque chose qui est habituel. Mais très vite, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui manquent. Et il y a eu un temps de connexion entre des domaines de connaissances qui ne se parlaient pas, des domaines très techniques, je dirais, et des domaines en lien avec l'activité. Donc issu de PestExpo, issu d'une collaboration avec un industriel, et tout ceci nous a amené à développer une hypothèse que cette contamination, elle s'expliquait par le fait que les vêtements laissaient passer au niveau moléculaire les pesticides. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, et ça a permis d'alerter les autorités publiques sur le problème, et ça a lancé un programme de recherche sur ces questions qui a confirmé nos hypothèses. Donc ça, c'est un temps, je dirais, de connexion de domaines de connaissances et de mise en alerte. Alors, ce qui est spécifique, c'est que l'alerte a eu plusieurs versions et que les destinataires de l'alerte ont eu l'alerte avant qu'elle n'éclate au grand jour pour pouvoir les préparer à gérer les suites. Alors, à partir de ce travail, il y a eu un travail plus macro
que je n'ai pas le temps de détailler dans la présentation, mais qui a permis de cibler une zone d'ombre qui est la question de l'homologation des produits chimiques et la question des réglementations nationales et européennes qui portent sur les pesticides. Et là, vous voyez, on va vers des déterminants qui sont en retrait des situations, à la fois dans le temps et dans l'espace, mais qui vont peser dans l'activité. Alors, à partir de là, il y a eu un temps qui est important, c'est une expertise ANSES qui a en 2016 permis de sortir donc un rapport sur l'exposition professionnelle aux pesticides dans l'agriculture, et la plupart des membres que je vous ai cités tout à l'heure, nous étions dans ce groupe-là. Donc on a appris à travailler ensemble, et donc on a identifié un certain nombre de faiblesses qui existaient dans la littérature. Donc après, le rapport c'est 2016, la temporalité, vous voyez, Safety Science c'est 2020, pendant presque 4 ans, on a travaillé collectivement à une analyse, une revue critique du rôle des équipements de protection dans l'évaluation des pesticides. Et là, il y a plusieurs questions qui apparaissent. D'une part, il y a des modèles prévisionnels de l'exposition, et ces modèles prévisionnels de l'exposition, ils sont basés sur des études contrôlées, à savoir des études où les industriels donnent les vêtements de protection, fixent les manières de travailler, et vous voyez que ça s'éloigne de ce qu'on connaît en ergonomie, et nous, ce qu'on produit, on est plutôt sur des études non contrôlées, on y reviendra. Et dans ces modèles, il y a des modèles de facto qui vont définir un niveau de protection des combinaisons. Elles ne protègent jamais à 100%, mais c'est ces modèles-là qui permettent de dire ce pesticide, je peux le mettre sur le marché ou pas parce qu'il y a une protection prévue de 90%, de 95%. Alors, ce que je veux souligner, c'est qu'il y a eu un autre temps, et ça tombe assez bien puisqu'on a eu les réponses la semaine dernière, c'est que dès l'apparition de notre article, j'ai été contacté par une chercheure américaine qui travaille pour l'industrie américaine des pesticides et qui m'a demandé gentiment de faire des modifications dans le papier. Donc on a eu une réunion collective, on a dit non, et cette personne nous a attaqué auprès de Safety Science pour pratique scientifique déloyale, avec objectif de retirer le papier. Et dans un deuxième temps, il y a eu un droit de réponse de l'industrie européenne des pesticides qui a expliqué dans Safety Science qu'on n'avait rien compris et qu'on avait laissé passer un certain nombre d'éléments. Donc là, ce qu'on découvre, c'est la question des lobbies et comment il y a une production culturelle de l'ignorance dès qu'un certain nombre de questions ne rentrent pas dans des modèles spécifiques, on y reviendra. Alors, pour mettre en perspective ces questions, je suis reparti de l'HDR de Danielou en 92, qui, dans sa tentative de modélisation de la pratique de l'ergonomie, avait repris le fait qu'on partait d'interprétations particulières, qu'on essayait d'engranger dans des bibliothèques qui permettaient des interprétations plus générales. Et la difficulté qu'il soulignait à l'époque, c'est qu'on se confrontait aux connaissances issues de sciences expérimentales. Mais en fait, moi, ce que j'ai expérimenté dans cette histoire, c'est un autre type de confrontation hétérogène avec des modèles appliqués d'aide à la décision, des réglementations qui sont en place au niveau national, au niveau européen, mais qui sont soumis à une pression forte des lobbies, c'est que moi, je n'étais pas en capacité de lire. Et du point de vue de l'approche transdisciplinaire, ce qui a été spécifique dans ce qu'on a construit ensemble, c'est qu'à la fois, on a des mesures, on a du quantitatif, on a du qualitatif, du macro, du micro, de l'objectif, du subjectif. On a su tracer ces éléments-là et avec une lecture politique que l'on n'avait pas, et les sociologues politistes avec qui nous avons travaillé nous ont aidés aussi à prévoir le coup d'après lorsqu'il y a eu les attaques des lobbies. Donc voilà en gros moi ce que je voulais vous présenter, et je voudrais terminer en faisant deux clins d'œil. Un clin d'œil à Catherine Tégère qui en 93 soutenait une science interdisciplinaire du travail, et je pense que voilà, Catherine a joué un rôle important dans ces dynamiques-là, et je pense que c'est important. Et enfin à Pierre Abardel, Serge Volkov et Yves Clos qui m'ont encouragé dans, je dirais, la production de mon HDR à une époque où un certain nombre de collègues me disaient que
ce que je faisais, c'était plus de l'ergonomie et la question d'habiter. Hein, l'ergonomie, là, me résonne dans ce que j'ai pu dire. Donc, pour terminer, j'ai deux diapos avec des questions. J'ai listé un certain nombre de questions, mais que je ne vais pas avoir le temps de développer sur les formes de pluridisciplinarité et la posture de l'ergonome. Je voudrais souligner la notion d'exposition comme objet frontière entre les disciplines. Ça a été important. Le fait que dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est de la transdisciplinarité, mais c'est un collectif de recherche qui a fait face aux attaques dans un contexte où il y a eu des pressions, et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et certains chercheurs ont failli quitter le collectif. Et ce qui pose la question aussi, dans ces actions collectives par rapport à la pièce de 2 jours de l'année dernière, faut-il dévoiler ou pas les collectifs qui résistent? C'est un véritable enjeu et sur lequel on pourra peut-être discuter. Et vous voyez aussi, dans la dernière diapo, il me semble important de souligner comment la transdisciplinarité, ça peut être une ressource pour l'appui aux organisations publiques. Et il y a une vraie question, une vraie discussion sur qu'est-ce qu'on fait avec les industriels. Est-ce qu'on collabore? Ou est-ce il y a de la bataille? Et là, on a été dans de la bataille. Et donc, je terminerai juste pour souligner que oui, l'ergonomie s'inscrit dans un programme technologique, mais vous voyez que là, il y a une fonction politique qui me semble essentielle dans ce qu'on peut construire. Et j'en reste là et je remercie les différents collectifs qui ont pu nourrir la présentation. Merci. Merci beaucoup, Alain Garrigou. Donc, on va prendre quelques premières questions si nous en avons, ou alors entre les intervenants ou de la salle. Alors peut-être en attendant, pour démarrer, Alain, moi j'aimerais bien que tu reviennes justement sur cette dimension collective qui a l'air ici fondamentale dans ce que tu viens de présenter, à la fois sur la question tu as dit, nous avons eu l'occasion d'apprendre à travailler ensemble, et donc ça me paraît être un élément majeur et voilà, sur lequel j'aimerais bien que tu reviennes sur ces apprentissages, et puis sur probablement aussi dans la construction de ce collectif, la dimension des objets intermédiaires dont tu as parlé et de la manière dont vous les avez travaillés pour justement vous construire ensemble en tant que collectif. Alors, ce qui me semble important ici, c'est souligner l'enjeu de la recherche, de projets de recherche avec des financements publics. Il n'y aurait pas ce type d'enjeu-là, on n'aurait jamais pu produire ces questions, ça n'aurait pas pu sortir. Le rôle de l'ANSES dans la capacité à articuler dans une logique pluridisciplinaire les enjeux. Donc ça, là, je reviens au rôle vraiment important de la recherche publique sur ces questions. Deuxième point, ce qui me semble important, donc on a appris à se connaître, il y a eu des désaccords, il y a eu des choses compliquées par moments dans l'expertise ANSES, mais la question de l'exposition a été vraiment l'objet frontière et les représentations de cette exposition par de la mesure, par du subjectif, par des éléments de terrain, etc. Ça a été vraiment important. Et il y a un autre élément qui me semble important par rapport à la formalisation que Danielou avait proposée en 92 sur le fait que l'ergonomie était du côté des sciences de l'interprétation, donc d'une forme d'herméneutique, et qu'elle pouvait s'opposer aux sciences, je dirais, expérimentales. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai des collègues qui viennent des sciences expérimentales, qui viennent de l'épidémiologie, qui viennent de la médecine, mais qui, à leur manière, pratiquent ce qu'ils appellent une épidémiologie de terrain, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui modélisent et il y a des choses qui vont chercher sur le terrain. Et donc, on n'est pas seul à avoir ce rapport au terrain-là. Et c'est ça aussi qui a permis de créer des espaces pour discuter, pour expliciter, entre des spécialistes de la paillasse qui avaient un niveau très fin du passage intramoléculaire des particules et qui n'avaient pas un zoom plus large, et ces approches-là. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment donné, on n'est pas les seuls à se confronter ces questions-là de rapport au modèle, de rapport à une réalité qui va s'éloigner des modèles. La question de la mesure, ça a été aussi quelque chose d'important. Merci. Une question, Yvon, de la salle ?
Oui, donc nous avons une question, c'est Simon Flandin qui pose une question, qui pose comme question de savoir si l'interdisciplinarité doit être vue comme un instrument privilégié de légitimation des connaissances scientifiques, en particulier dans les domaines où celles-ci sont particulièrement sujettes à défiance, déni, contestation. Donc c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de dire, Alain. Mais là, on est sur la question les questions de santé au travail, de santé environnementale, sont des questions éminemment politiques. Je veux dire, si on traite ça, je dirais, dans notre petit coin et sans travailler avec d'autres qui abordent ces éléments-là, il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, très clairement, quand j'ai été contacté par cette chercheure américaine, Nathalie Jass m'a dit, ce qu'elle va chercher à faire, elle va chercher à t'isoler du collectif et à te faire changer de point de vue. Et puis, elle va le faire au niveau de tous. Et ce qui n'aime pas, c'est quand il y a un collectif qui résiste. Et Nathalie Jass nous donnait une lecture des étapes d'après qui allait venir dans les pressions qui venaient des lobbies. Et pour info, Aurélie Berthet, donc, qui travaille à Lausanne, a travaillé sur la question du tabac, s'est opposé à Philippe Maurice dans un papier. Ils ont fait exactement la même chose. Et elle a été suivie dans la rue. Il y avait des gens qui la suivaient, il y avait des gens qui participaient à des cours, qui étaient des sortes de détectives, entre guillemets, qui rapportaient ce qu'elle disait. Donc cette question-là, politique et le monde, je dirais le monde réel, c'est pas qu'un fantasme, c'est une réalité selon les sujets sur lesquels on travaille. Alors, à d'autres niveaux, on peut se poser la question sur comment ces lobbies vont influencer la réglementation sur la pénibilité, vont influencer la réglementation sur la santé au travail et toutes les difficultés, les impasses aussi que ça produit. Merci. Une autre question peut-être avant de passer à la prochaine présentation? Je dirais qu'il y a plutôt un commentaire, c'est de la part de François Hubot, qui dit qu'il faut se rappeler de la définition de l'objectivité par Girin, où l'objectivité, c'est la fidélité aux faits. Mais attention, la fidélité aux faits, c'est aussi la fidélité à l'histoire qui nous intéresse à travers eux. Donc, est-ce que ça a à voir avec… Je pense que ça a à voir avec ce que tu viens de dire, Alain, sur le côté… voilà, dans le contexte dans lequel tu es, qu'est-ce que c'est que l'objectivité et la fidélité aux faits, quoi, d'une certaine façon. Si j'ai bien compris. Tout à fait, oui, on est vraiment là-dessus. Bon, merci beaucoup Alain. Donc je vais passer maintenant la parole à Corinne Godard, directrice de recherche au CNRS et travaillant au CNAM. Corinne, à toi. Bien, merci Catherine, merci à Yvon et à Catherine de m'avoir proposé d'intervenir, même si, comme le soulignait Alain, 15 minutes pour parler de ces sujets, c'est assez compliqué. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous fournir peut-être des repères pour la discussion et les échanges dans la session. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un projet qui a été mené au sein du GIS CREAPT. Donc, le CREAPT, c'est le centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail. J'imagine que dans la salle, certains de mes collègues sont présents. Et je voulais partir de ce projet pour essayer de tenter d'examiner avec vous un espèce de double mouvement interdisciplinaire qui est d'une part d'aller… un premier mouvement, c'est d'aller chercher des connaissances d'autres disciplines pour construire un objet de recherche ergonomique, je pourrais dire. Mais cet import de notions ou de disciplines fait qu'elles se transforment aussi au contact, notamment de point de vue d'activité qu'on peut porter, et aussi parce qu'on l'intègre dans une question d'intervention. Donc, je vais le faire à partir d'une problématique de recherche sur la question des parcours de travail et de voir en quoi cette notion de parcours, en fait, peut être considérée comme un objet pluridisciplinaire. Donc, je pense que je vais aborder la question de l'interdisciplinarité un peu différemment que ce que Alain a fait, parce qu'il a souligné la question de l'équipe des enseignants-chercheurs qui étaient mobilisés sur ce projet. Moi, je vais plus le voir sous l'angle des notions ou des méthodos et ce qu'on peut en tirer. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler de résultats de terrain parce qu'il y aura pas le temps, mais je vais vraiment essayer de décortiquer avec vous au mieux la manière dont on peut s'inspirer d'ailleurs pour élaborer une problématique autour des parcours. Alors, quelques mots quand même sur le point de départ du projet. C'est en fait une demande groupée à la base de plusieurs entreprises qui sont partenaires du CREAPT, avec un certain nombre de représentants dans le champ de la santé au travail
qui en fait s'inquiétaient d'une conjonction entre d'une part un accroissement du nombre de restrictions d'aptitude qui étaient données ou de demandes de reclassement concernant les salariés des entreprises, qui était associé à une accélération des changements organisationnels qui produisaient de l'intensification du travail. Donc, il y avait une inquiétude sur le fait que cette situation se dégrade et une inquiétude quant à la suffisance des réponses que les entreprises pouvaient apporter, qui était souvent qui est souvent une forme de gestion réactive plutôt que préventive, et au cas par cas, on va trouver une solution pour monsieur ou madame untel. Donc, il nous interrogeait plutôt sur la manière dont on pouvait penser cette question de manière préventive et à un niveau plus collectif qu'une gestion réactive au cas par cas. Ça nous a amené au sein de l'équipe à reformuler les questions qui nous étaient posées en s'intéressant aux conditions de construction des parcours de travail et plus exactement d'examiner quelles étaient les conditions de fragilisation de ces parcours professionnels en vue d'imaginer des parcours en santé et en compétences. Et ce qui, d'une certaine manière, interroge un peu plus largement que dans le cadre de ce projet, interroge l'ergonomie, en fait, sur sa capacité et ses ressources à pouvoir intégrer le temps long, puisque là, ici, on passe à l'échelle des parcours, à des parcours professionnels des personnes, donc sur un temps beaucoup plus long que ce qu'évoquait Alain tout à l'heure avec la myopie dans l'ici et le maintenant de l'ergonomie. Alors, je vais m'appuyer sur un des terrains qui a participé à ce projet, qui se situe dans l'aéronautique et qui concerne l'élaboration des parcours des compagnons sur une ligne de production. Bon, je vais citer l'entreprise Airbus parce qu'on a écrit ensemble avec les ergonomes d'Airbus. Donc, il y a ma collègue Anne-Françoise Molinier en interne au CREAPT et puis Arnaud Courcel et Pascal Bossard qui ont beaucoup participé, qui sont beaucoup investis dans ce projet. Donc, comment s'élaborent les parcours professionnels de ces compagnons sur l'Airbus A320 ? Quelques éléments rapides de contexte. C'est une population jeune, voire très jeune, puisque un tiers a moins de 25 ans, les 2 tiers ont moins de 30 ans, mais qui souffrent déjà de problèmes ostéo-articulaires, notamment sur des postes qui cumulent à la fois des fortes contraintes temporelles et des expositions fréquentes à des postures contraignantes. Et ça aboutit à ce que, même très jeune, un tiers souffre de douleurs lombaires et un peu plus de 20% sont gênés dans leur travail par ces douleurs. En fait, on voit qu'ils débutent ces parcours très jeunes en contrat d'intérim, souvent en allant jusqu'à 18 mois, avec l'idée de pouvoir se faire embaucher derrière, et ils démarrent sur des postes pénibles physiquement, considérés comme les plus pénibles sur la ligne de production, avec de fortes contraintes de temps, et d'une certaine manière, éviter les douleurs et des atteintes plus pérennes, c'est tenter de quitter ces postes au plus tôt. Et à la fois, le passage par ces postes paraît indispensable dans les parcours parce qu'ils permettent d'acquérir des compétences de base qui sont utiles pour maintenant et après. Donc, du point de vue de la méthode, en fait, c'est combiner une approche qui était menée en interne par les ergonomes avec une approche qui était menée en externe par les chercheurs du CREAPT. Alors, du côté de la démarche interne, je pourrais dire que c'est une démarche traditionnelle de l'ergonomie qui a été mise en œuvre sur le site avec une politique d'amélioration des conditions de travail, des développements de programmes de formation avec le souci de situer ces formations au plus près des situations de travail, et puis des actions de reclassement avec des process de maintien en emploi qui étaient bien rodés dans l'entreprise. Et puis nous, on a proposé une approche complémentaire qui consistait à comprendre de manière plus processuelle comment s'élaboraient les parcours et avec quelles conséquences. Ça veut dire qu'en tant qu'ergonome, on a été conduit à s'interroger sur les liens entre la mobilité et la santé, et leurs impacts sur les possibilités de pouvoir construire des parcours en santé et en compétences, ou en contrepartie d'essayer de comprendre comment les parcours pouvaient mener aussi vers l'usure. Et c'était aussi l'occasion d'avoir des discussions RH, on va dire, relatives à un modèle dominant où la mobilité serait a priori porteuse de valeurs positives
pour tous et serait aussi nécessaire pour pouvoir s'adapter au changement. À la rigueur, la mobilité deviendrait une compétence en tant que telle. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est une approche un peu plus nuancée en disant qu'on allait voir de près. Donc là, on retrouvait nos outils de l'ergonomie classique, mais le fait même de convoquer l'activité dans ces histoires de mobilité et de santé, c'était un moyen de proposer une approche conditionnelle en fait de ces liens mobilité-santé. Rien n'est joué d'avance. Donc, ça revient d'un point de vue méthodologique à essayer de savoir comment on peut saisir les changements dans le travail, les changements de travail et les non-changements, enfin, la mobilité et l'immobilité, pour le dire autrement, et leurs effets, notamment sur la santé. Donc, on a convoqué plusieurs outils frontaliers, si je reprends le propos de Cathy en préambule, qu'on a importé et transformé. Le premier, c'est, je vais en traiter 3 rapidement. Le premier, c'est la démographie, pour en faire une démographie du travail. Donc, c'est quelque chose qui a été développé maintenant depuis de nombreuses années au sein du CREAPT, mais qui part d'une approche démographique, c'est-à-dire qui essaye de comprendre des évolutions en matière socio-démographique, âge, statut, ancienneté, mais des évolutions situées à l'échelle des unités de travail qui ouvrent déjà un regard ou une compréhension sur notamment les effets sélectifs des conditions de travail sur les structures d'âge. C'est un moyen pour nous, je dirais, de mettre en récit des politiques RH, des mouvements de population au travail. Et cette mise en récit, elle joue sur le passé, sur ce qui s'est passé, mais aussi c'est une mise en récit sur des futurs possibles, avec des mouvements possibles à prévoir, ou en tout cas de configuration, et d'apprécier les conséquences de ces configurations à l'échelle des unités de travail. Ça permet aussi d'entrer, de commencer à saisir les contraintes, les ressources organisationnelles, notamment dans la répartition des anciens et des nouveaux au sein des équipes. Donc, et ça appelle ensuite à compléter cette approche avec des observations de l'activité, on pourrait dire, notamment sur la question des régulations. Le deuxième, la deuxième notion ou concept qui était apparu importante dans ce travail, c'est le concept de temporalité, qui est plus habituellement utilisé en sociologie, en histoire, ou un peu en psycho. Et là, je voudrais vraiment pointer du doigt le fait que le concept de temporalité, on l'utilise souvent en ergonomie, et il est souvent convoqué en faisant référence à des durées et à des rythmes particuliers. Tout à l'heure, Alain parlait de la temporalité de la revue dans laquelle ils avaient publié, mais c'est intéressant aussi d'aller voir comment, par exemple, la sociologie aborde la temporalité comme étant aussi une construction sociale, c'est-à-dire avec des objectifs sur la manière dont on organise le temps, et notamment le temps de production, là, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire de quelle manière on attribue une valeur au temps. Et ce qui nous semble intéressant dans l'analyse du travail, c'est de déterminer qui est ce on, qui se cachent les acteurs derrière ce on qui organise le temps de la production. Ça permet, me semble-t-il, aussi d'introduire la question, peut-être de manière plus visible, des rapports sociaux dans l'analyse ergonomique du travail, parce qu'au final, chaque temporalité a son propre temps et plusieurs temporalités coexistent en même temps, pas forcément avec les mêmes objectifs. Et ce qu'on voit quand on gratte de ce côté-là, c'est que les parcours des compagnons se trouvent au carrefour de plusieurs temporalités d'acteurs qui vont configurer en partie leur activité de travail. Donc, il y a celle du haut management qui est plutôt dans une logique comptable relatif à des volumes d'embauche, des volumes de mobilité. On a l'encadrement de proximité qui organise la temporalité du métier, notamment avec des règles de progression RH, et qui peuvent avoir des conséquences positives ou négatives sur la santé des compagnons. Et puis, il y a des temporalités collectives, des temporalités des compagnons eux-mêmes, individuellement, qui sont basées sur des formes d'apprentissage et d'acceptation de règles de métier ou de normes professionnelles, pas toujours équitables, qui peuvent se cumuler aussi avec des particularités d'enjeux plus individuels, notamment le fait que tous les compagnons n'ont pas 25 ans ou 20 ans, ils peuvent avoir fait autre chose avant, et que la question de pouvoir tenir sur ces postes en début de parcours se pose de manière
importante pour eux. Donc, ça configure en partie l'activité des compagnons qui, quand on va faire des observations, on voit que cette activité, elle contient une démarche proactive pour préparer l'après, pour préparer le poste d'après, pour préparer le coup d'après qui vient se cumuler en fait, à leur activité quotidienne. Donc, on voit ici que sur la question des parcours, par exemple, la sociologie du travail peut être intéressante à convoquer. Il y a certains courants qui font la distinction entre trajectoire, parcours, définir ce que c'est qu'un événement, etc. Mais elle n'a pas ce regard sur l'activité et le fait de pouvoir l'amener en ergonomie fait un peu bouger les choses. De la même manière, le concept de temporalité, il permet de saisir des évolutions, notamment dans les modalités de prise de décision du management, par exemple, ou à un niveau plus local, les tensions entre ces temporalités. Et donc, ça permet d'apprécier un certain nombre d'enjeux sur la santé, la performance, la qualité, à l'échelle des situations de travail et qui viennent se compléter avec des analyses de l'activité qui vont venir aussi les modifier dans les interprétations possibles. Le dernier outil, je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, est relatif plutôt à l'évaluation des évolutions en santé au travail, et notamment avec l'usage d'un questionnaire que certains d'entre vous connaissent, c'est le questionnaire Everest, questionnaire sur les évolutions des relations en santé au travail, qui permet d'une certaine manière de mettre en articulation des évolutions du travail, des changements de travail avec des situations de santé infrapathologiques, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément identifiées encore comme étant des pathologies avérées ou problématiques de santé durable, mais qui sont plutôt conçues comme des signaux d'alerte. Et donc, dans notre idée de capter les parcours, les conditions de fragilisation des parcours, ça nous semblait intéressant. Et là, on l'a particulièrement convoqué pour essayer de comprendre quelles étaient les évolutions des conditions de travail avant et après les changements de travail qui étaient proposés aux compagnons pour voir dans quel sens elles évoluaient du point de vue de la santé. Donc, quelques mots de fin. Donc, dans cette recherche, si on se repose la question de la manière dont on peut intégrer le temps long à l'analyse ergonomique du travail, il me semble que sur cette recherche-là, ça nous a permis de sortir avec nos interlocuteurs entreprises d'une vision normative de la mobilité qui serait tantôt vue de manière assez lapidaire comme un bienfait nécessaire ou une injonction malheureuse, et de pointer que la mobilité interne, c'était un processus d'apprentissage de normes professionnelles qui était situé dans le temps et dans l'espace et qui entretenait des liens tout à fait ambivalents avec la question de la santé. Ça a permis aussi, en travaillant sur cette mobilité, de faire émerger des critères de santé relatifs au parcours pour en débattre à différents niveaux hiérarchiques et peut-être d'appeler plus fortement à un décloisonnement des fonctions RH, de santé au travail, de production, qui se mettent en mouvement quand il s'agit de faire de la gestion au cas par cas, mais qui en fait ont peu l'habitude de discuter entre eux quand il s'agit de faire de la prévention et de penser les parcours de manière préventive, et aussi de sortir d'une approche des parcours individuels pour intégrer des dimensions plus organisationnelles et collectives. Et puis, c'est aussi, je rejoins ce que disait Alain, c'est s'intéresser à des ingrédients qui produisent des changements et qui sont sensibles à des dimensions plus macro qui peuvent échapper plus habituellement à l'ergonomie. Donc, au final, ce que ces notions d'autres disciplines nous apportent, c'est ce qu'on appelle au CREAPT un regard diachronique, mais le fait que ce regard diachronique soit combiné avec de l'activité, avec des analyses de l'activité, ça permet aussi d'en faire autre chose et notamment de ne pas le considérer simplement comme l'idée qu'on comparerait des périodes les unes par rapport aux autres dans une approche plus longitudinale classique, ou de sortir aussi d'une approche assez déterministe qui considérerait qu'il y aurait une cause et des effets de manière assez binaire. Ça nous permet plutôt de comprendre comment se fabriquent des histoires de travail individuelles, collectives, organisationnelles et comment elles s'entremêlent. Donc, ça appelle, et je terminerai vraiment là-dessus, donc je vous ai dit, j'ai évoqué très rapidement la sociologie, l'histoire, la psycho, la démographie, mais d'une certaine manière, ça pousse aussi les ergonomes à voir quelles sont leurs ressources, et ils en ont, pour transformer leurs propres outils d'analyse du travail et comment ils peuvent intégrer des problématiques en évolution avec ce regard diachronique. Et je pense à ce que certains nombre d'outils que des collègues certainement ici présents ont développés et qu'on pourra
discuter plus tard autour des entretiens diachroniques, des chroniques de changement organisationnel, etc. Je m'arrête là et peut-être qu'on en reviendra sur certaines choses. Merci à vous. Merci Corinne Godard, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions de la salle? Pas pour le moment peut-être. Je dirais on a plutôt des questions qui sont encore par rapport à la présentation d'Alain. Donc ce que je te propose, Catherine, et ce que je propose à la salle, c'est plutôt de les conserver plutôt pour la discussion générale. On ne les met pas en traité, on les laisse afficher pour ne pas les oublier en fait. Oui, d'accord, très bien. Donc peut-être Corinne, moi justement, pour compléter ta présentation, est-ce que tu pourrais revenir justement sur ces objets intermédiaires qui permettent de travailler cette pluridisciplinarité dans le cadre de tes travaux et voilà, la manière dont tu les mobilises et dont ils produisent voilà, des éléments. Oui, en fait, on essaye de développer des outils, ce que j'ai dit rapidement, en fait, qui participent à la possibilité de mettre en récit des histoires et des temporalités. Donc, j'évoquais par exemple la démographie du travail qui très concrètement sont des graphiques, hein, en quelque sorte, qui permettent de saisir des évolutions, notamment des évolutions d'effectifs et de statuts, et d'en constituer, d'en faire des traces d'une certaine manière, des politiques RH de recrutement qui sont souvent liées aussi à des stratégies plus macro et voire des stratégies économiques des entreprises pour expliquer les décisions qui ont été prises, on remonte dans le passé parfois récent ou plus lointain, et des conséquences que ça a eues sur l'après. Et ça peut permettre aussi, par exemple, d'envisager que suivant les décisions stratégiques à venir, d'essayer d'établir des scénarios. Donc au final, par exemple, la démographie du travail, c'est un outil qui permet de mettre autour de la table du management de haut niveau, des interlocuteurs RH, mais aussi de santé au travail et du côté de la production. C'est vrai aussi, quand j'évoquais la notion de temporalité, par exemple, on se rend compte bien souvent que les gestionnaires eux-mêmes ou ceux qui prennent des décisions à un niveau assez élevé dans les établissements ou dans les entreprises ont peu l'occasion de réfléchir sur les décisions qu'ils ont prises auparavant et les conséquences que ça a pu avoir. Et pouvoir retracer cette histoire des décisions managériales, par exemple, et des conséquences que ça a pu avoir à des échelles plus locales, ce qu'ils ignorent ou ce qu'ils ne prennent pas le temps de faire, remet en perspective aussi la manière dont on prend des décisions. La question des temporalités à des échelles plus locales, notamment sur des enjeux de parcours individuels, sur le fait que, par exemple, sur ce site, on est dans des politiques, alors je ne sais pas aujourd'hui, la situation est certainement plus compliquée, mais d'accueil de nouveaux et de volume d'accueil et d'embauche relativement important, a fait qu'il faut retravailler sur ce que c'est qu'un nouveau, etc. Des profils et des enjeux qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc la possibilité, c'est de pouvoir remonter ces différentes temporalités et de pouvoir les mettre en débat et les relier surtout à des questions de santé au travail, puisque l'entrée au départ était sur des questions de santé. D'accord. Donc il y a une question, Yvon. Je relais une question de François Guérin. Donc, il dit que c'est pour Corinne. Il semble que l'une des questions qui est posée par Corinne concerne la capacité des consultants à intégrer une approche qui va être diachronique, qui est compatible alors que les contraintes, avec des contraintes temporelles de la plupart des interventions. Donc, c'est ce contraste entre la dimension diachronique et la contrainte temporelle de l'intervention qui est proposée par François Guérin. Ah, oui, parce que si on fait l'hypothèse qu'avoir cette démarche diachronique inclurait du temps supplémentaire d'analyse du travail, alors ça peut être, oui, ça peut être le cas, mais je ne suis pas certaine que ce soit forcément un temps qui soit démultiplié, mais
c'est peut-être des choix sur les orientations d'analyse du travail qui sont faits en amont pour pouvoir s'intéresser à des éléments de l'histoire, des décisions managériales, des parcours, etc. Ça peut, on l'a vu, ça peut se mettre en place dans le cadre d'entretiens tels qu'on peut les réaliser habituellement en ergonomie, mais peut-être avec des dimensions ou des questions plus particulières sur la question justement de comprendre les évolutions et les transformations qui ont eu lieu. Donc, je ne vois pas ça forcément comme un temps supplémentaire. La question de la démographie du travail, c'est variable en fonction déjà de la taille de l'entreprise, mais aussi de la possibilité d'accès à des bases de données, mais ne serait-ce que moi j'en discute assez régulièrement quand j'interviens par exemple en master ergonomie avec de futurs intervenants, ne serait-ce que de s'emparer des bilans sociaux et pas simplement que du dernier, mais des années précédentes peuvent déjà donner des informations. Donc je crois pas qu'il faille le voir comme du temps supplémentaire à l'analyse classique de l'ergonomie, mais plutôt des réflexions sur la manière dont on peut intégrer ces dimensions diachroniques à l'analyse ergonomique du travail. Une dernière question, Yvon, et après nous passons à la dernière présentation. Donc, une question posée par Annie Jolivet qui demande, il insiste sur la mise en récit. En fait, quelle méthode pour interpréter, par exemple, ici, les effets des changements organisationnels? Bon, alors Annie Jolivet est une collègue du CREAPT. J'ai senti que vous connaissiez. Les ergonomes, dans leur boîte à outils, ont ce qu'ils appellent la restitution, par exemple. Donc, ce sont des phases où on va rendre compte de ce qu'on a pu comprendre des enjeux de terrain. Donc là, il s'agit de lui donner une espèce d'épaisseur historique. Et donc, ça peut être le lieu. En ergonomie, on développe aussi de plus en plus la question des espaces de débat ou des espaces de discussion qui sont intégrés dans les dispositifs méthodologiques. Donc, c'est une autre possibilité de pouvoir rendre compte. Donc, cette mise en récit, c'est une mise en perspective de données qu'on a pu recueillir avec différentes méthodes et selon ce dispositif méthodologique qui permet des temps d'échange. Si je fais une réponse rapide. Bon, merci beaucoup, Corinne Godard. Et donc, on va passer à la dernière présentation de Germain Poitza, professeur à l'Université de Genève. C'est bon, merci. Donc, je disais que je vais essayer d'aborder cette question de l'interdisciplinarité du point de vue un petit peu des recherches qu'on mène à Genève et aussi du point de vue de la formation, qui est le thème sur lequel je travaille un petit peu plus. Peut-être rappeler en introduction, en tout cas de mon point de vue, c'est que cette question de l'interdisciplinarité n'est pas neuve en ergonomie. On ne l'a peut-être pas dit, mais il y a eu plein de tentatives. Les approches anthropotechnologiques, la macroergonomie, la neuroergonomie. On a cité aussi tout à l'heure le travail de Catherine Téger, mais d'une certaine manière, ces premières recherches à l'usine Thomson portaient déjà en elles la question de l'interdisciplinarité. Rappelez aussi peut-être en introduction que ce terme d'interdisciplinarité soulève de nombreux malentendus. Il peut signifier beaucoup de choses. Il peut signifier la circulation et la traduction des concepts et des résultats. Il peut signifier la fusion ou l'hybridation des approches. Il peut signifier la coopération et la constitution de collectifs, comme on l'a vu avec la présentation d'Alain. Et puis, il peut aussi signifier la confrontation méthodologique, conceptuelle, théorique et pratique. Et il peut encore aussi signifier des terrains d'exploration qui sont un peu laissés dans l'ombre des disciplines, où se joue justement cette interdisciplinarité. Alors, comparativement à Alain et Corinne, je ne vais pas partir d'un exemple ou d'une histoire, mais je vais partir du concept d'activité pour traiter cette question d'interdisciplinarité, puisque c'était le concept un peu au cœur des thématiques de la SELF. Et puis, je prendrai quelques illustrations qui sont issues de mon parcours. Alors, ne vous étonnez pas si on parle parfois d'ergonomie, parfois de sciences du sport et parfois de formation, puisque c'est ce qui constitue un petit peu mon parcours de recherche. Et puis, enfin, dernier point pour introduire, je vais être très discipliné, puisqu'on va parler des disciplines, et donc je vais reprendre les trois questions
qui ont été introduites tout à l'heure par Catherine en introduction pour structurer ma présentation. Donc, pour ce qui concerne la première question, alors le point sur lequel je souhaitais attirer peut-être l'attention ou discuter avec vous, c'était tout d'abord le fait que selon moi, le concept d'activité est mobilisé aujourd'hui dans plusieurs champs de recherche et champs de pratique. C'est un outil de pensée dans différents domaines. Et donc, l'analyse de l'activité, d'une certaine manière, se généralise. Il y a de plus en plus de recours à l'analyse de l'activité dans différents champs. Et donc, j'ai repris ici deux exemples. L'encyclopédie d'analyse de l'activité qui a été éditée sous la direction de Jean-Marie Barbier et Marc Durand, dans lequel de nombreux chercheurs de champs de pratique et de champs de recherche différents ont participé. Mais j'ai repris aussi une citation dans un ouvrage qu'a coordonné Corinne, une citation d'Annie Borzex, qui est « La notion d'activité n'appartient à personne, il n'y a aucune discipline en propre ». Et il me semblait que c'était bien de réinsister peut-être sur ce point, ce qui est particulier avec la notion d'activité. Justement, on ne parle pas de science de l'activité, ou on ne parle pas d'activologie au sens d'une discipline, une discipline comme une méthode, un objet, mais on parle souvent d'analyse de l'activité ou d'un courant d'analyse de l'activité, avec l'idée que ce qui caractérise un petit peu ce courant, justement, c'est une recherche de complexité maximale, une volonté d'avoir un holisme, d'être non réductionniste d'une certaine manière dans l'approche des situations qui sont étudiées. Donc il me semble que de ce point de vue-là, le concept d'activité lui-même, il propose un appel d'air post-disciplinaire ou transdisciplinaire. En tout cas, on pourrait discuter de ces termes-là, mais il nous amène justement à poser cette question des frontières et peut-être de manière un petit peu différente. Et de ce point de vue-là, ça interroge peut-être une idée que je voudrais vous soumettre, qui est évidemment sujette à discussion, mais qui est là pour alimenter justement les débats, c'est qu'on pourrait réfléchir à une structuration, à une organisation de la recherche qui soit autre que celle des disciplines. Et on connaît très bien, par exemple, l'existence des studies, les gender studies, les cultural studies, il y en a plein d'autres, les workplace studies d'une certaine manière aussi, qui sont une manière de structurer la recherche en opposition justement avec les disciplines et qui me semble renvoyer un petit peu à des choses qui ont été abordées par les deux intervenants précédents, c'est-à-dire que ce qui caractérise justement ces studies, c'est des approches transdisciplinaires, c'est un autre rapport entre théorie et pratique, et c'est une dimension engagée et militante qui renvoie à l'utopie concrète dont a parlé Alain dans sa présentation. Et donc, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire émerger des activity studies qui dépassent les frontières des disciplines et qui structurent un domaine de recherche auquel il s'agirait de prendre soin. Alors, de ce point de vue-là, voilà, la discussion que je souhaiterais amener, c'est sur le fait que est-ce que l'activité, le concept d'activité ne serait pas un concept nomade qui nous amène de fait à ne plus penser en termes de frontières et donc ne plus non plus penser en termes de discipline. Est-ce que le concept d'activité s'accompagne d'une pensée nomade, au sens de Deleuze, c'est-à-dire justement une pensée qui ne serait pas délimitée, mais plutôt localisée, et donc, d'une certaine manière, les chercheurs en analyse de l'activité chercheraient des interdisciplinarités locales sur des terrains concrets, et non pas une interdisciplinarité de principe et délimitée par des frontières disciplinaires. Donc, ça serait peut-être un point de discussion. Il me semble que la revue Activité, par exemple, œuvre dans ce domaine-là. Alors, si on dépasse un peu ces questions de notions, de concepts, il me semble que les deux présentations précédentes ont bien montré que pourquoi l'ergonomie aujourd'hui se réinterroge peut-être sur cette question d'interdisciplinarité, c'est tout d'abord parce qu'il y a des objets de recherche et d'intervention qui sont de plus en plus globaux, larges, complexes, dont la nature impose d'une certaine manière cette interdisciplinarité ou cette transdisciplinarité. Il y a la nécessité de dépasser aussi des recherches qui portent sur des espaces et des horizons temporels restreints, c'est-à-dire que les études d'analyse de l'activité ne portent plus sur des espaces-temps petits, mais vont essayer, comme l'a montré Corinne, d'aller sur des temporalités beaucoup plus longues, et donc ce qui pose aussi la question de fait
de l'interdisciplinarité. Mais il me semble aussi qu'il y a peut-être une autre raison qui serait la connaissance du complexe. C'est-à-dire que même si c'est un objet d'étude petit, dès lors qu'on se pose la question des sciences de la complexité, ça pourrait peut-être nous amener aussi à la question de l'interdisciplinarité. Donc, pour moi, ce sont les trois raisons qui nous amènent à repenser peut-être l'interdisciplinarité aujourd'hui, les questions qui sont de plus en plus larges et complexes, avec des enjeux politiques comme l'a montré Alain, des temporalités plus longues et des espaces beaucoup plus larges à prendre en compte, et puis une connaissance de la complexité au sens des sciences de la complexité. Évidemment, quand on a dit tout ça, ça veut dire qu'il faut quand même s'interroger sur les modalités concrètes de mise en œuvre de cette interdisciplinarité, analyser aussi les réussites et les échecs. On connaît beaucoup d'échecs de projets interdisciplinaires où, d'une certaine manière, les disciplines n'ont pas réussi à se rencontrer et à œuvrer collectivement à la production de connaissances nouvelles ou à des transformations des situations. Et il faut trouver, d'une certaine manière, toujours une position intermédiaire, acceptable, provisoire, temporaire, qui permet de dépasser un peu ce paradoxe de l'interdisciplinarité, qui consiste d'une certaine manière à rassembler des disciplines pour connaître un tout complexe, alors que ces disciplines se construisent sur un principe de réduction et de ne pas tout étudier, justement, pour être le plus objectif possible. Et donc, il y a tout un ensemble de choses. Là, j'ai repris deux formules, une formule d'Althusser qui a été retravaillée par Thoreau. Comment dépasser l'interdisciplinarité comme rassemblement d'ignorants en direction d'un rassemblement fécond d'ignorants. Il y a sans doute tout un ensemble de choses à faire dans les projets interdisciplinaires, se donner une définition minimale des concepts, par exemple, définir des primats à des types de données ou à des types de recueils de données qui sont nécessaires d'une certaine manière pour pouvoir, de manière temporaire, acceptable et empiriquement féconde, poursuivre des projets interdisciplinaires. Alors, concernant l'articulation des disciplines, comment nous on essaye de la penser aujourd'hui? On essaye de la penser à travers une sorte de cadre intégrateur, en essayant de dépasser un appel aux autres disciplines pour simplement enrichir la description du contexte. C'est-à-dire que l'appel aux autres disciplines ne vise pas simplement à mieux définir le contexte, ce qui entoure l'analyse de l'activité ou l'activité, mais dans un rapport plus intégrateur, on va dire, avec les autres disciplines. Et donc, on réfléchit en termes d'analyse de l'activité multi-échelle et multi-niveau, c'est-à-dire qu'on va essayer, alors on va se concentrer nous plutôt sur la partie qui est surlignée en rouge, là, sur l'activité individuelle ou sur l'activité collective, mais on va essayer d'articuler ça avec d'autres notions qu'on va analyser ou qu'on va redéfinir au prisme de l'activité. C'est-à-dire que dès lors qu'on va s'intéresser à l'organisation, on va plutôt s'intéresser à l'activité organisante, où on va essayer de voir s'il n'y a pas des concepts dans d'autres disciplines qui se rapprocheraient plus de nos notions d'activité. Idem pour ce qui concerne la culture et idem pour ce qui concerne les dynamiques motrices et neuronales. On peut penser par exemple aux travaux de Hutchins qui sont assez intéressants dans ce domaine-là, où il articule d'une certaine manière une forme d'analyse de l'activité et aussi des données sur les dynamiques neuronales. Évidemment, c'est plein d'embûches parce que ça pose tout un ensemble de questions sur les présupposés ontologiques, sur la manière de construire les expérimentations et autres. Et pour essayer de penser aussi cette articulation entre les différents niveaux d'analyse, on essaye de penser un petit peu à chaque fois les rapports entre niveaux dans un double mouvement, c'est-à-dire que les niveaux inférieurs d'analyse vont faire émerger ou conduire à des niveaux supérieurs. Alors, si on pense aux dynamiques motrices, physiologiques et neuronales, elles vont contribuer à faire émerger l'activité au niveau où elle est significative, par exemple. Et inversement, les niveaux supérieurs vont conditionner, contraindre ou contextualiser les niveaux inférieurs. Et donc, c'est toujours dans cette double dynamique qu'on essaye de comprendre, d'une certaine manière, ces analyses multiniveaux de l'activité
en essayant justement de dépasser simplement le recours à d'autres disciplines pour contextualiser les analyses qu'on pourrait conduire en termes d'activité. Je passe très vite, mais ça pose tout un ensemble de questions. Alors là, je vous ai mis deux exemples, une étude, on va dire, une recherche, ou un programme de recherche dans lequel on a conduit plusieurs études sur l'activité des grimpeurs en cascade de glace, avec des collègues en sciences du sport et spécialistes des sciences du mouvement. Et sur la gauche, vous avez une étude où on a donné un primat aux données d'expérience, d'analyse de l'activité. Vous voyez un entretien d'autoconfrontation en haut. Et d'une certaine manière, ça a imposé à nos collègues en sciences du mouvement d'inventer et de mettre en place tout un ensemble de dispositifs pour pouvoir analyser le mouvement en situation écologique. Alors, vous voyez un collègue à moi qui est en train d'installer sur une cascade de glace des flotteurs de natation pour essayer de quadriller une cascade de glace pour pouvoir reconstruire le mouvement et analyser les coordinations motrices des grimpeurs en cascade de glace. Voilà. Mais dans cette étude à gauche, vous voyez que le primat est donné dans le choix du recueil de données, des conditions du recueil de données et dans le choix des analyses à l'expérience. Si on regarde l'étude qui est plutôt sur la droite, c'est l'inverse. C'est dans le même projet de recherche, d'une certaine manière, il y a les mêmes visées de conception de matériel sportif, mais dans ce cas-là, le primat a été donné en termes de recueil, en termes d'analyse aux données motrices, ce qui a imposé de cadrer un petit peu plus le recueil, de faire ça dans un contexte qui est beaucoup moins écologique, puisque vous voyez que c'est un mur d'escalade, mais par contre, on a malgré tout essayé d'analyser l'activité des sujets, on pourrait dire, de l'expérimentation, aussi en faisant des entretiens d'autoconfrontation pour combiner le type des données, l'analyse des données. Et ce que je voulais montrer avec cette diapositive, c'est qu'il y a la nécessité, dès lors qu'on conduit des recherches interdisciplinaires, de donner un primat, malgré tout, à un type ou à un autre type de données pour essayer de conduire les analyses. Dernier point, puisqu'il me reste très peu de temps, sur la question de la conception. Il me semble que ça a été bien souligné par les deux présentations précédentes. Ce qui appelle l'interdisciplinarité en termes de conception, pour moi, c'est le fait qu'on s'intéresse de plus en plus à des systèmes artefactuels, organisationnels, culturels, historiques, de plus en plus larges et complexes, avec des dimensions politiques, comme l'a montré Alain. Donc ça amène nécessairement à l'interdisciplinarité. Les critères de conception mobilisés notamment par les ergonomes sont de plus en plus importants, complexes. On parle de santé, de sûreté, de bien-être, de créativité, de coopération, d'appropriation, qui de fait appellent aussi l'interdisciplinarité, mais c'est une interdisciplinarité que je dirais moins contrainte dans le cadre de la conception, notamment par des postulats ontologiques ou des postulats épistémologiques, ce qui facilite d'une certaine manière le travail dans les projets de conception, ou en tout cas dans la partie des recherches qui portent sur la conception. Et si je finis avec ce point-là sur nos propres travaux à Genève, en tout cas nous, en matière de formation, on voit que les demandes de formation sont de plus en plus importantes et débordent de plus en plus une réponse formation. C'est-à-dire que les questions qui nous sont adressées, on ne peut pas y répondre uniquement par la formation. En tout cas, ça serait un leurre de penser que la seule réponse est une réponse formative. Et donc, de fait, pour répondre à ces questions, on est obligé de convoquer une forme d'interdisciplinarité. Et les objets aussi, sur lesquels on est interpellé par les organisations, sont de plus en plus des thématiques frontières. Alors, j'en ai listé quelques-uns, mais les organisations apprenantes, les environnements capacitants, le workplace learning, tous ces objets sur lesquels nous sollicitent les entreprises ou les commanditaires, appellent aussi d'une certaine manière une forme d'interdisciplinarité, ou en tout cas à l'avenir à plus d'interdisciplinarité, pour pouvoir articuler à la fois des enjeux de gestion, de logistique, d'organisation, de formation et d'autres. Et évidemment d'ergonomie. Voilà, je m'arrête ici, merci. Merci beaucoup Germain Poitza pour cette présentation. Il y a des questions, je vois, de la salle, donc Yvon. En mettant mon micro, c'est mieux.
Donc, en fait, j'ai une question de la part de Eric Lierman qui dit c'est donc pour Germain. Le concept d'activité est-il traversé de la même manière par les différentes disciplines en fait qui vont l'utiliser? Est-ce qu'il pourrait exister un concept d'activité partagé qui permette ou plus naturellement, c'est moi qui rajoute, cette transdisciplinarité ou cette interdisciplinarité en fait? Voilà la question. Évidemment que non, évidemment qu'il n'est pas défini de la même manière. Je pense déjà qu'en ergonomie, il n'est pas défini par tout le monde exactement, strictement, de la même manière. Donc c'est également le même cas avec des disciplines avec lesquelles on pourrait collaborer. Et donc c'est vrai que pour concrétiser une recherche interdisciplinaire avec cette entrée-activité, il me semble qu'il est important, mais Alain l'a dit aussi, de minimalement s'entendre sur une définition de l'activité, quand bien même cette définition est minimale, c'est-à-dire juste suffisante pour pouvoir travailler ensemble sur une temporalité d'un projet. Et après, d'une certaine manière, c'est des choses qui vont se négocier dans le collectif. Je sais par exemple que pour ma part, il suffit pas que les gens mobilisent le concept d'activité, mais il faut qu'ils aient par exemple un intérêt pour la notion d'expérience ou pour des approches plus émergentistes du monde et du fait humain, on va dire, pour que la collaboration soit un petit peu plus simple et plus efficace. Donc évidemment que le concept d'activité ne suffit pas en lui-même. Ce que je voulais évoquer dans cette présentation, c'est qu'il offre les possibles d'une interdisciplinarité, ou en tout cas, il ouvre un champ de possibles en termes d'interdisciplinarité, parce que selon moi, il est construit de cette manière-là, d'une certaine manière, ou en tout cas, c'est comme ça que moi, je le comprends et je l'aborde. Mais par exemple, enfin, une question, peut-être quelque chose que je n'ai pas évoqué parce que je suis allé trop vite, mais dès lors qu'on essaye de collaborer avec des disciplines de sciences humaines et sociales, l'histoire, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie ou autre, il y a un recoupement assez important sur nos objets, d'une certaine manière. Chacune de ces disciplines aborde la question de l'activité au sens commun du terme, pas au sens de l'ergonomie, mais au sens commun du terme, aborde l'action, l'activité, à discuter sur le terme qu'on va mettre dessus. Mais il y a nécessité d'avoir un débat sur une manière, par exemple, de voir les faits sociaux comme des choses ou les faits sociaux comme des activités ou comme une émergence issue de l'activité individuelle et collective de gens. Et ça, par exemple, c'est des points de discussion qui me semblent importants dès lors qu'on s'engage dans des projets interdisciplinaires avec des disciplines sciences humaines comme sociologie, anthropologie ou autre, puisqu'il y a des hypothèses explicatives et ontologiques qui sont concurrentes, voire irréconciliables parfois. Merci. Autre question, Yvon, est-ce que... Alors, une question ou un commentaire qui est de Patrick Picard, qui remercie Germain, et qui dit « Ça me fait penser aux 4 instances du métier de clos, chacune pouvant être regardée dans une perspective multiscalaire. » Est-ce que ça te... Oui. Non, mais j'ai rien à rajouter sur ce point-là. Oui, après, je pense qu'effectivement, peut-être que chacune de ces dimensions dans la définition du métier de clos peuvent être regardées par des disciplines différentes. Il me semble que quand même dans les dimensions qu'ils proposent, il y en a qui se prêtent plus à un certain regard ou à un certain éclairage disciplinaire donné, mais évidemment, oui, ils peuvent être regardés par plusieurs disciplines. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, une autre qui est de François Hubault, qui dit « Il me semble qu'il y a une dimension qui est clivante, en fait, c'est le statut du travail, statut de l'activité. Autrement, il est écrit autrement autrement le niveau d'accord sur la centralité du travail. » Donc, je suppose que cela signifie, est-ce que le distinguo statut du travail, statut de l'activité, est-ce que c'est pas plutôt une centralité du travail qui doit être visée? C'est moi qui
c'est moi qui peut-être en dis plus ou autrement que ce que dit François. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais ce que je pourrais dire, c'est que sur ce point-là, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs manières de voir l'interdisciplinarité qu'on pourrait la discuter. Il me semble qu'effectivement, soit on prend l'objet de travail, et justement, on met au travail les différentes disciplines autour de cet objet-là. Je pense que c'est une manière de répondre et qui est déjà, qui se concrétise dans plein de projets dont on peut prendre connaissance déjà ou qu'on connaît déjà. Hein. Donc c'est le travail qui est l'objet central de la collaboration. Soit on essaye d'aller un petit peu plus loin en se disant peut-être que le concept frontière ne pourrait-il pas être l'activité? Et auquel cas on structure un champ de recherche un peu nouveau, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en termes de studies peut-être, ou à la manière des sciences cognitives d'une certaine manière. Hein, dans l'idéal initial des sciences cognitives, c'était un espace transdisciplinaire avec de nombreuses disciplines. On pourrait imaginer qu'il y a un espace transdisciplinaire comme ça qui s'intéresse à l'activité et auquel cas c'est pas exactement le même espace que celui du travail. Voilà. Ou alors, autre solution, et il me semble que c'était ce qui était présent dans la présentation d'Alain, hein, avec la notion d'exposition, c'est-à-dire qu'il allait chercher un concept frontière, un objet frontière qui est l'exposition, qui est intermédiaire finalement. C'est pas l'activité, mais c'est un concept frontière intermédiaire et utile à la fois pour les gens qui mènent l'analyse de l'activité ou les ergonomes qui conduisent les analyses de l'activité et les autres disciplines dans le cadre du projet interdisciplinaire. De la même manière, il me semble que dans l'exposé de Corinne, c'était plutôt la temporalité, dans un des exemples qu'elle a donné, qui jouait ce rôle d'objet frontière. Nous, dans le cadre d'une étude, ce qu'on a réalisé, c'était la résilience. Voilà, on a des objets périphériques qui peuvent être utilisés. Alors, soit voilà, c'est trois manières un peu différentes pour moi de construire l'interdisciplinarité. Sur l'objet de travail, si on veut, sur des objets un peu périphériques et complémentaires comme exposition, temporalité, résilience, qui peuvent à un moment donné permettre d'agréger un certain nombre d'apports et d'éclairages de disciplines différentes, soit aller faire un pas de plus d'une certaine manière et se dire prenons l'activité comme objet frontière directement, structurons un espace de recherche peut-être, ou essayons de penser des projets disciplinaires où c'est finalement le concept d'activité qui est plus structurant et qui est plus organisateur de ce projet interdisciplinaire. Ok. Une dernière question, et puis après, on passera à la discussion générale. Donc, j'ai une question de Darwin Tati Chizambu, excusez-moi pour la prononciation. Donc, il a beaucoup été question de la complémentarité. Alors, c'est peut-être une question de façon plus générale que simplement pour Germain, mais entre autres, c'est au-delà de la complémentarité. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport de pouvoir dans la pluridisciplinarité? Une sorte peut-être d'articulation avec une mise en avant d'une discipline par rapport à une autre. Je ne sais pas. Il y a cette question du pouvoir dans la pluridisciplinarité. Il est sûr que si on regarde l'organisation de l'université aujourd'hui, il y a évidemment des enjeux de pouvoir et des rapports de pouvoir entre les disciplines. Et d'ailleurs, même les espaces de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, qui initialement étaient structurés en studies, ont tendance progressivement, pour survivre dans le monde universitaire et académique, à se penser en tant que discipline. Parce que ce passage par le statut de discipline offre tout un ensemble de choses, offre des revues pour publier, offre des postes universitaires, offre une reconnaissance, des financements, tout un ensemble de choses. Donc bien sûr qu'il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux de reconnaissance, et le fait qu'une approche se structure en tant que discipline, mais c'est pas à l'ergonomie que je vais dire ça, hein, puisque tout l'enjeu des pionniers de l'ergonomie, comme Wissner ou d'autres, ont été de faire apparaître cette discipline, de la faire vivre, de la faire reconnaître, à côté d'autres disciplines comme la psychologie ou la médecine, ou d'autres que
ça, c'est pas moi le mieux placé pour en parler. Donc, voilà, je pense qu'il y a effectivement des rapports de pouvoir comme ça. Et aussi dans les publications, après, quand on conduit des projets pluridisciplinaires, dans le choix des revues, dans la manière dont ces projets pluridisciplinaires sont accueillis, comme l'a montré Alain, enfin, il y a des enjeux de discipline qui sont présents aussi là-dedans, il me semble. Donc, des rapports de pouvoir, oui. Après, dans la manière dont l'interdisciplinarité se fait quand même au quotidien dans le travail des chercheurs, c'est quand même effectivement des collectifs qui se construisent avec des gens qui ont, dans le meilleur des cas, envie de travailler ensemble. Donc, ces rapports de pouvoir sont quand même atténués dans le travail quotidien des chercheurs. Merci. Donc, je propose aux deux autres conférenciers, Corinne Godard et Alain Garrigou, de remettre leur caméra pour pouvoir participer à la discussion générale, s'il vous plaît. Corinne, oui, c'est bon. Voilà. Et donc, on va peut-être pouvoir démarrer. Alors, avec une première question que je reprends là de l'ensemble des questions-réponses aussi que j'ai vues, qui étaient adressées à Germain, mais qui me semble être d'une manière plus générale voilà, possible pour tous. Une question de Xavier Reto sur la manière dont notre discipline, donc, qui se centre sur les analyses de l'activité dans toute leur complexité et dans toute sa complexité, pardon, de l'activité et développe donc des savoirs situés, peut travailler avec des disciplines qui, elles, construisent des savoirs les plus universels possibles. Donc, cette question entre le localisé, dont parlait aussi Germain tout à l'heure, et puis la tentative d'universel que proposent d'autres disciplines. Voilà, comment vous voyez ça tous les trois, peut-être? Qui veut commencer? Peut-être que je peux me lancer avec l'entrée sur l'épidémiologie ou les interactions que j'ai avec les chercheurs en épidémiologie. Il y a 3 ans, on avait fait une université d'été pluridisciplinaire sur les questions de santé au travail. Et il y avait eu un élément de discussion très intéressant qui faisait apparaître que ce qui était le plus difficile dans la pluridisciplinarité, ce n'était pas de détecter les différences de points de vue entre les disciplines, mais de détecter les différences de points de vue intradisciplinaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très largement sous-estimé. Et si on s'intéresse à l'épidémiologie, il va y avoir de l'épidémiologie quantitative, modélisation, voilà, d'égo. Et puis il y a des gens qui sont minoritaires eux aussi dans l'épidémiologie, qui vont faire des liens entre ces modèles et la réalité, c'est ceux qui sont capables d'attraper. Et donc, les collègues en question, ils ont plusieurs temps. Il y a des moments où ils font des travaux de terrain et ils produisent des connaissances spécifiques sur le terrain. Et ils montrent que les modèles n'ont pas pris en compte certaines activités, la réentrée, certaines activités spécifiques. Et il y a des modèles où ils basculent dans le monde je dirais du quanti pour discuter avec d'autres collègues. Et donc, je dirais qu'ils articulent voilà, des espaces-temps différents pour pouvoir faire ce travail-là. Et donc, ça veut dire que les modalités d'échange avec l'ergonomie ne sont pas les mêmes selon qu'on soit ensemble sur le terrain pour comprendre ce qui se passe ou que derrière, il y ait des modélisations plus importantes. Par contre, ce qui est important sur la question des modélisations, c'est qu'à partir du moment où vous montrez que la question de la protection, elle n'est pas aussi robuste que ça va interroger les modèles en haut, complètement en haut sur la prévalence de certaines maladies dans certaines situations où on pensait que tout était contrôlé. Donc, ouais, il y a une dynamique et je vais essayer de m'attaquer à décrire aussi ce niveau-là dans un prochain papier là, pour rendre compte de ça. Mais en tous les cas, il ne faut pas penser que les autres disciplines sont unitaires, que c'est qu'un bloc. Et il y a des gens qui se posent les mêmes questions que nous, différemment forcément, mais qui sont intéressés par les mêmes questions.
Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette question? Non? Donc, on passe peut-être à une autre question. Yvon, est-ce que… Oui. Alors, ce que je propose, c'est je vais relayer tout d'abord une question de François Hubot. Et puis, on va faire un essai. Je vais voir si François, je peux te passer la parole. Donc, tant qu'à faire, autant faire du sans filet. Parce qu'il y a une ou deux questions que j'ai relayées. Je sentais que c'était pas très, très bien. D'abord, je pose une question. C'est par rapport à ce qu'a dit Germain sur les studies, est-ce que l'universalisation des studies marque-t-elle une incompatibilité de fond entre la multi-interdisciplinarité et l'organisation académique, en fait? Donc là, c'est en relation avec ce que tu viens de dire, Germain. Oui, je pense que fondamentalement, oui, d'une certaine manière. Alors, je milite pas complètement, enfin, que ce soit très clair, hein, je milite pas complètement pour une organisation en termes de studies, mais je trouve que la question se pose, notamment au niveau international, justement parce que de plus en plus de champs de pratique et de champs de recherche mobilisent l'analyse de l'activité, mais aussi parce qu'au niveau international, ça nous permettrait de sortir de l'impasse de la définition du terme d'activité, practice, ou de la référence ultime à la théorie de l'activité. Il me semble qu'il y a un problème pour la communauté, quoi, pour bien faire comprendre ce que c'est que cette analyse de l'activité, on va dire francophone. Ouais, toutes les impasses que ça peut mener de la définir ainsi. Mais en tout cas, voilà, c'était pour ça que je voulais amener la réflexion là-dessus. Et en disant que justement, ça pouvait structurer et faciliter peut-être une interdisciplinarité, mais évidemment qu'au niveau académique, ça pose des problèmes. Alors, le monde académique est assez ambivalent parce que j'ai vu aussi passer une question sur les bailleurs de fonds. Il est vrai que les bailleurs de fonds ou les agences pour la recherche encouragent l'interdisciplinarité, financent beaucoup les projets interdisciplinaires, et en même temps, l'université est structurée par les disciplines. Et donc, il y a une injonction paradoxale, d'une certaine manière, entre ceux qui sont financeurs et puis l'organisation de l'université telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui ne facilite pas l'interdisciplinarité, en tout cas, qui n'est pas simplement l'agrégation de disciplines qui agrège dans un rapport différentes contributions, quoi. Vous avez tous connu ça et on connaît tous ça. François Hubot, je pense que tu dois m'entendre. Ah oui, ça s'entend très bien. Oui. J'entends tout le monde d'ailleurs. Et on t'entend très bien. Donc, tu voulais préciser parce que tu as donné 2-3 messages. Oui, je suis désolé, je suis au moins aussi incontinent à l'écrit qu'à l'oral. Donc, c'est pour ça que vous avez raison de me mettre à distance. Et en tout cas, je suis très ravi de cette réunion. Je la trouve très intéressante. Non, la question, Germain vient d'y répondre. Oui, je pense qu'il y a une certaine tendance à l'universitarisation des studies et l'indication que dans le statut de studies, elles n'ont pas d'avenir académique, et qu'il y a donc là mais c'est une question qu'on trouve aussi bien dans les entreprises, le problème de la transversalité des affaires, et qui rentre en tension avec les organisations en silo, c'est exactement pareil. Donc c'est notre expérience du réel, comment elle construit des capacités de s'en saisir. Et dans le monde académique, comme dans le monde économique, on va dire, c'est ça qu'on… Je pense que par contre, nous avons, dans notre posture clinicienne et dans notre ambition politique, un positionnement qui nous met, pour reprendre alors ce dont parlait Catherine tout à l'heure, au cœur de la frontière. On est à la frontière. C'est-à-dire qu'on est une population de migrants construits institutionnellement, et qu'il faut qu'on se méfie de toute tentation qu'on voudrait d'aller s'abriter dans des endroits stabilisés, parce qu'à mon avis, on meurt. Ce qui, évidemment, nous donne des avenirs, pour le moins instables, mais éventuellement intéressants, en tout cas, j'espère. Merci, François. Merci. Je vais désactiver le son, François. Je profite justement parce que Germain a souligné qu'il y avait une question sur les bailleurs de fonds. Et donc, j'en profite pour saluer Nancy Black, qui est la co-organisatrice du prochain congrès de l'IEA et qui nous fait le plaisir d'être là ce matin et qui a posé une question. Justement, elle dit
Au Canada, les bailleurs de fonds publics de recherche encouragent une collaboration avec l'industrie. Cela encourage à mettre plus en valeur ce qui est bénéfique aux partenaires d'entreprise. Nous pouvons nous retrouver à s'auto-censurer. Comment faire face à cette tendance, pression interne et externe? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Ben moi, je peux vous faire part de l'expertise ANSES 2016 sur l'exposition des agriculteurs aux pesticides, où une semaine, donc le groupe on était 18 d'origines différentes, et une semaine avant la sortie du rapport, il y a une experte qui a bloqué la sortie du rapport, okay, et qui avait quasiment pas contribué au travail, très 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 peu. Et quand on s'est intéressé à ces conflits d'intérêts, il y avait plein de conflits d'intérêts que l'ANSES n'avait pas détectés à l'époque. Okay, et depuis, l'ANSES a une politique sur les conflits d'intérêts qui est beaucoup plus resserrée. Donc, moi, sur les questions que je travaille, il y a un temps où il y a de la production indépendante sans conflit d'intérêts avec du financement public et aucun contact avec les industriels. Et il y a un temps où, sur la base des résultats qu'on produit, on peut aller discuter, on peut aller se confronter, mais jamais être financé par les industriels. Sur la question des pesticides, compte tenu des enjeux éthiques et des pratiques de lobby que moi je ne connaissais pas. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la semaine dernière, on a eu un droit de réponse accepté par Science pour répondre aux attaques, et donc notre mise en cause de pratiques scientifiques déloyales a été déboutée. Mais voilà, moi, il y a des temps. Ce ne sont pas des ennemis, et il y a peut-être une différence à faire entre industriel et lobby, parce que les lobbies, c'est autre chose, mais c'est une machine très lourde et je pense insidieuse que moi, je n'avais pas rencontrée dans ma pratique. Et il y a des temps pour chaque chose, mais il faut les séparer. Sur la question des pesticides, je ne parlerai pas la même chose sur des questions de conception ou autres. D'accord. Bon, Corinne, je pense, peut intervenir aussi sur cette question. Oui, voilà, parce que en fait, il y a plusieurs voies possibles, et je pense à celle du CREAPT qui est organisé en GIS, donc en groupement d'intérêt scientifique, qui en fait réunit ce qu'on appelle des partenaires qui sont des bailleurs de fonds, d'une certaine manière, et ce sont à la fois des acteurs publics, on va dire, avec des représentations de ministères, d'entreprises ou d'institutions académiques. Et je pense que, alors je ne suis pas certaine que ça résout absolument tous les problèmes, mais au moins la question, c'est qu'on est réunis non pas autour de projets spécifiques, mais autour d'une problématique. La problématique, en fait, elle évolue et elle est délibérée au sein de cette instance, enfin, au sein des conseils, l'équivalent de conseil d'administration, par l'ensemble des partenaires. Donc, ça ne résout pas, il peut effectivement y avoir des débats, mais ça permet, je ne sais pas s'il faut l'appeler une instance plus démocratique, en tout cas sur la manière dont on élabore les projets, les thématiques et la manière dont on les prend en charge. Parce que même si au sein du GIS, un financeur, à l'occasion d'un projet plus spécifique, peut être plus présent, ça reste quand même une contribution en termes de moyens et de ressources collectives. Donc, il y a aussi à rendre compte auprès d'un collectif que sont les partenaires. Donc, voilà, il y a plusieurs manières de pouvoir fonctionner sur le sujet. Merci. Une autre question, Yvon, peut-être ? Oui, j'ai une question qui peut certainement s'adresse un peu aux trois conférenciers, posée par Valérie Puyot. C'est au-delà des questions de discipline, et si l'on se situe dans une perspective politique, comment travaille-t-on l'interface science-société en dialogue avec les citoyens, en fait ? Qui se lance sur cette question ? Je peux essayer de répondre, mais juste, je pense que ça contribue minimalement à une réponse, mais
J'ai particulièrement écouté ce que disait Alain tout à l'heure à propos de la pièce de théâtre des jours. Il y avait une question aussi dans le chat. Il me semble que ça, c'est une modalité. Je voulais juste souligner que l'interdisciplinarité, au sens, on l'a beaucoup traité d'un point de vue académique, mais quand il s'agit à la fois dans les projets de conception, cette interdisciplinarité, elle ouvre aussi aux ingénieurs ou à plein d'autres personnes qu'on n'a pas trop évoquées aussi, mais qui sont aussi importants dans les projets interdisciplinaires en matière de conception. Et que dès lors que ça ouvre sur les questions politiques, comme le souligne Valérie, il me semble que ça peut ouvrir à d'autres champs de pratique, et notamment l'art, qui me semble être un bon vecteur aussi pour justement avoir un impact sociétal d'une certaine manière. Et donc cette interdisciplinarité, il faudrait aussi la penser en dehors des carcans académiques, mais aussi peut-être avec d'autres pratiques culturelles qui permettent aussi d'avoir un effet d'une certaine manière sur ces aspects-là. Et puis, donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, en écoutant Alain aussi là, dans sa réponse sur les lobbies, j'étais en train de me dire dans ma tête, de manière un peu farfelue, qu'il faudrait monter un lobby en matière d'analyse de l'activité, c'est-à-dire combattre le mal par le mal. C'est-à-dire qu'effectivement, sur certains aspects, on a les outils et les moyens de contribuer à des décisions politiques, mais sur d'autres, on n'est pas aux endroits où se font la décision politique et on ne joue pas avec les mêmes armes en matière de négociation. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut instituer des contre-lobbies et comment on peut les instituer et les agencer, d'une certaine manière, pour qu'il y ait ces collectifs qui résistent, comme tu as évoqué tout à l'heure. Oui, Corinne, et après Alain. Oui, Germain évoque la question de l'art. Bon, je pense qu'il y a des initiatives qui sont prises et qui vont en ce sens. Alors, je ne sais pas si on est société, mais le théâtre avec Christophe Dejour, moi je pense volontiers au projet que Sophie Prunier-Poulmer a pu mener autour des questions de la photographie et du travail via la photographie ou via le cinéma. Donc, il y a des possibilités de pouvoir s'ouvrir et sortir de l'entreprise d'une certaine manière. Donc, il y a des opportunités à saisir. Corinne, on n'entend pas trop bien. Du fait qu'elles ne sont pas forcément... Pardon ? Corinne, on n'entend pas trop bien, il y a des coupures, oui. Oui, il y a des coupures, oui. Ah. Vas-y, finis. Ouais. Oui, voilà, j'avais quasiment terminé. Après, il y a une autre question qui est évoquée, par exemple, par rapport à ceux qui s'intéressent aux entreprises libérées aussi, sur la question de la participation des citoyens à l'organisation même du travail, quand ce qui est fabriqué dans une entreprise touche directement les citoyens, qui est encore une autre perspective sur laquelle je ne me suis pas penchée. Mais enfin, en tout cas, il y a déjà des initiatives qui vont dans ce sens et qui seront encouragées, certainement. Alain, pour finir, notre expérience, nous, c'est la question aussi du théâtre forum. Et nous, on a, sur la question des pesticides, animé un certain nombre de sessions avec des acteurs, je dirais, multi-acteurs, pour montrer aussi aux riverains c'est quoi la complexité du travail du viticulteur. Bon, là, il y a des choses qui circulent, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut aller voir du côté des politiques. Donc, ce qui a pu être organisé au Sénat, ce qui a pu être, que ce soit sur les pesticides, que ce soit sur, je dirais, être au travail, donc, comme disait Corinne, ça c'est important. Mais pour moi, une des pierres angulaires, c'est ce qui se passe dans les ministères, avec des gens qui, à un moment donné, compte tenu, il y avait une question sur le niveau de profondeur auquel il faut aller pour comprendre les choses. Et il y a plein de gens, compte tenu du temps dans lesquels disons, des gens qui restent 3-4 ans en poste, ils n'ont pas le temps d'aller à un niveau de détail profond de l'articulation des choses. Et ces gens-là deviennent vulnérables dans leur prise de décision vis-à-vis d'influences où on leur amène déjà le truc tout fait.
Et cet esprit critique, ils le perdent. Et donc, pour moi, ça, c'est sur le sujet, en tous les cas, des pesticides, c'est un enjeu majeur aussi d'être en appui des acteurs, des ministères qui font leur boulot et qui, parfois, sont en difficulté, quoi. D'accord. Je crains de prendre une dernière question compte tenu de l'horaire. On peut éventuellement une dernière, parce que je vois qu'il y en a encore un certain nombre, donc vraiment une toute dernière question. Et puis après… Une question donc plus générale, mais après, j'ai beaucoup de questions qui sont adressées, en fait. Donc, je peux en prendre une, je suis désolé, hein, je prends un peu au hasard, dans les premières en haut. Une qui est destinée à Alain, c'est comment analysez-vous les apports de l'ergonomie dans cette démarche interdisciplinaire? L'analyse de l'activité n'a-t-elle finalement pas été une passerelle entre les disciplines et la condition du dialogue? Alors ça peut certainement se généraliser à une autre dimension que la présentation d'Alain également, de toute façon. Alors, là, j'ai le signe qu'on arrête, donc je tente de répondre ou on arrête? Oui. Oui. Alors, pour moi, dans le projet dont je vous ai parlé, le rôle de l'ergonomie n'a pas été que de fournir des éléments de réalité aux autres. Ça a été un élément, mais ça a été qu'un petit élément. Il a fallu, c'est rentrer dans la profondeur, mettre en cohérence des choses, décloisonner des mondes. Ça a été, je pense, un travail important. Et faire circuler l'activité dans ce décloisonnement a produit d'autres choses. Donc cette question du décloisonnement est vraiment importante et ça dépend des acteurs que vous avez en face de vous. Donc plus que de parler de pluridisciplinarité, c'est des gens qui se rencontrent avec des histoires, avec des engagements, avec des questions, avec une sensibilité à l'indépendance de la recherche ou pas, parce que ça il y a tout un tas de conditions qui sont aussi portées par l'histoire des personnes et des institutions dans lesquelles ils sont, quoi, ou elles sont. Et puis Germain, quand tu veux, on fait une recherche sur le ski de randonnée. Là, moi, je veux bien embarquer. Bon, est-ce qu'un des deux autres conférenciers veut aussi intervenir sur la dernière question? Non? Non, ça va, merci. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour votre participation à ces rencontres. Merci également à l'ensemble de l'auditoire pour les questions. Désolée de ne pas pouvoir toutes les prendre, mais voilà.